Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. C'était une visite attendue par les fidèles, c'est désormais chose faite. Le pape François a atterri ce mardi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et plus grand pays catholique d'Afrique. Le souverain pontife entame une tournée de 5 jours sur le continent. Le président du Libéria, George Weah, a annoncé ce lundi qu'il se représenterait à un second mandat consécutif à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest lors de l'élection prévue en octobre. L'ancienne gloire du football africain avait été élue en décembre 2017, suscitant d'immenses espoirs. Et ce mardi était marqué par un vaste mouvement de mobilisation en France pour l'acte 2 des manifestations contre la réforme des retraites. Ils étaient nombreux à protester dans la rue. À Paris, la CGT a annoncé près de 500 000 manifestants alors que le ministère de l'Intérieur n'a pas encore communiqué son bilan. Et ce sont les premières images du souverain pontife en République démocratique du Congo. Comme vous le voyez, le pape François atterrit à Kinshasa, dans la capitale congolaise, en début d'après-midi pour un séjour de 4 jours. Dès son arrivée sur le tarmac, la foule s'est réunie pour le célébrer. Le pape François s'est ensuite rendu au Palais de la Nation pour être reçu par le président Félix Tshisekedi. Et comme on vient de le voir, c'est donc aujourd'hui que le pape François a commencé son pèlerinage en Afrique avec comme point de départ la RDC. Depuis plusieurs semaines, la capitale Kinshasa se prépare à son arrivée. Et pour cause, avec plus de 40% de catholiques, le pape François sera l'hôte de toute la nation congolaise, désireux de réconciliation et de paix. Émeric Torroyan. À Kinshasa, la capitale congolaise, ce mardi est une journée pas comme les autres. Dans quelques heures, l'avion du pape François atterrit ici pour le début de sa tournée africaine. Le souverain pontife est attendu impatiemment par des milliers de fidèles et il sera accueilli dans la liesse populaire par une population qui espère un message de paix et des prières pour soulager ce pays très croyant mais marqué par des décennies de conflits. Parce que ce pays est tellement divisé, tellement divisé. Il y a des guerres à l'Est, le peuple est meurtri, beaucoup d'injustices. Je pense vraiment que le pape, le Saint-Père, adressera un message fort, d'abord pour l'unité du peuple, l'unité du pays, l'unité des chrétiens. La dernière visite d'un pape dans ce pays, à majorité chrétien catholique, remonte à 37 ans. À Goma, dans l'est de la RDC, les attentes sont nombreuses. La région est l'épicentre des conflits qui menacent le quotidien des populations. C'est pourquoi ce prêtre catholique espère que la venue du pape en RDC sera profitable à cette population martyrisée par plusieurs dizaines de groupes rebelles. Seulement j'attends du pape qu'il soit notre porte-parole, qu'il soit notre avocat au sein du milieu des décideurs, parce que les morts se comptent par milliers depuis des décennies. Ça donne l'impression comme si nous sommes oubliés. Alors son passage, à mon avis, doit être aussi un passage pour transmettre la souffrance ou plaider pour tous ceux qui souffrent au Congo. Goma devait accueillir le souverain pontife, mais la situation sécuritaire dans la région a obligé les organisateurs à supprimer cette étape. Beaucoup de Congolais, surtout à Goma, espèrent que cette visite du pape François mettra un coup de projecteur sur le pays ravagé par des conflits et oublié de la communauté internationale. Et justement, n'oublions pas que la visite du pape s'inscrit dans un contexte sécuritaire tendu en RDC. Lundi, le président Félix Tshisekedi a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23 ainsi qu'à l'État rwandais. Une adresse lancée à Kinshasa devant le corps diplomatique. Le président Tshisekedi a souligné que la RDC demeurait attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda et en a profité pour réitérer sa confiance au médiateur désigné.
Essence, diesel, billets de banque, eau ou encore électricité, du nord au sud du Nigeria, les habitants du pays le plus peuplé du continent font face à plusieurs pénuries et ce depuis plusieurs semaines. Une situation qui fait monter la colère des habitants, un ras-le-bol qui pourrait se traduire dans les urnes le 25 février prochain. Émeric Torognan. Bloquée dans un embouteillage depuis près de 3 heures, Vanessa est obligée de descendre du véhicule pour réguler elle-même la circulation afin de se frayer un chemin. Elle doit impérativement amener ses enfants à l'école, mais ce devoir de mère est devenu un supplice pour cette Nigériane d'une quarantaine d'années. C'est ce que nous vivons tous les jours et je dois emmener mes enfants à l'école ici tous les jours et voilà ce qu'il se passe. Et ce sont toujours les militaires qui bloquent la route. Mais qu'est-ce qu'il arrive au Nigeria ? Je suis désolée. J'en ai juste un peu marre de vivre ça tous les jours. Le stress, c'est terrible. Aolo, l'une des artères commerciales de Lagos, mégalopole nigériane de 20 millions d'habitants, n'est qu'une interminable file d'attente qui s'étend sur 2 kilomètres. À quelques semaines de l'élection présidentielle dans le pays, la situation est intenable. Du nord au sud du Nigeria, les populations font face à des pénuries en tout genre. En ce moment au Nigeria, nous faisons la queue pour tout. Tu fais la queue pour récupérer ta carte électorale, tu fais la queue pour avoir de l'essence, tu fais la queue pour obtenir les nouveaux billets de banque. Tu rajoutes à ça la circulation sur les îles et la partie continentale. C'est terrible, nous vivons un enfer. Essence, diesel, billets de banque ou encore eau et électricité, il manque de tout ici. Lundi, malgré les 4 heures d'horloge que Mohamed a passées dans la file d'attente, il n'a pu mettre aucune goutte d'essence dans son véhicule. Je me suis réveillé à 4h30 pour aller au travail. Quand je suis arrivé au travail, j'ai repris la route à 6h. Quand je suis arrivé à la station essence, il était 7h. J'ai fait la queue toute la journée et je n'ai pas eu de carburant. Donc tout le lundi est gâché. C'est dans ce climat de tension et de grogne que les Nigérians se préparent à élire leur nouveau président le 25 février prochain. Le président du Libéria, George Weah, ne compte pas raccrocher les crampons. Lundi, l'ancienne gloire du football, reconverti en homme politique, a annoncé qu'il se représenterait un second mandat consécutif à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, Mathieu Nicolas. Nouveau round pour George Weah. À l'occasion de son discours annuel devant les chambres du Parlement, l'actuel président du Libéria a annoncé son intention de briguer un deuxième mandat. Mes chers concitoyens, je viendrai sous peu vers vous pour vous demander de renouveler pour la 2e fois le mandat que vous m'avez accordé il y a 6 ans. En décembre 2017, George Weah est élu au second tour de la présidentielle et prend ses fonctions en janvier de l'année suivante. Sous son premier mandat, ses ambitions sont claires, créer plus d'emplois et investir dans l'éducation. Des promesses que ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir tenues, mais que George Weah balaie d'un revers de main. Permettez-moi de vous assurer que notre nation est forte, notre nation est stable, notre nation est pleine de vie, notre nation est en paix, en sécurité, et nous entendons qu'elle le reste. L'ancienne vedette du Milan AC et du PSG, reconvertie dans la politique, est accusée d'être déconnectée des réalités de ses citoyens. Le pays se débat entre hausse des prix et pénurie de produits comme le carburant et de services de première nécessité. Marqué par une lourde épidémie d'Ebola en 2016, le pays se remettait à peine quand il a été éprouvé par la pandémie de Covid-19, puis par les conséquences de la guerre en Ukraine. L'annonce de cette candidature était un secret de polichinelle. Lundi, le président libérien y a mis fin. En Tunisie, à la surprise générale, le président Kais Saied a limogé lundi le ministre de l'Agriculture et de l'Éducation sans donner d'explication. Dans un contexte de pénurie de produits de base comme le lait, ce nouveau limogeage intervient dans un contexte de tension politique. En effet, le pays est en proie à de profondes divisions depuis le coup de force du président Kais Saied qui s'est arrogé tous les pouvoirs en juillet 2021.
Sur le terrain sécuritaire, le Burkina Faso a de nouveau été le théâtre de 2 attaques djihadistes présumées dans le nord du pays. 28 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 10 gendarmes. Selon l'état-major burkinabé, cette attaque a été menée par, je cite, « les éléments résiduels des groupes armés qui ont entrepris de s'en prendre aveuglément aux populations ». Ces dernières semaines, au moins une dizaine de civils ont été tués jeudi lors d'attaques djihadistes à environ 140 km de Ouagadougou et dans plusieurs régions du nord du pays. Au Rwanda, des ONG qui demandent une enquête indépendante sur la mort d'un journaliste, le procès de Jacob Zuma en Afrique du Sud qui pourrait repartir depuis le début, et Emmanuel Macron qui rencontre le ministre de la Défense ukrainienne à Paris. C'est le reste de l'actualité réalisée par Sulas Bailly et Noël Dong. Au Rwanda, des ONG ont appelé mardi à une enquête indépendante sur la mort d'un journaliste critique du régime de Paul Kagame. John Williams Ntwali, 44 ans, rédacteur en chef du journal The Chronicles, est mort le 18 janvier lorsqu'un véhicule a percuté la moto sur laquelle il se trouvait en tant que passager près de Kigali, la capitale. 2 semaines après l'accident présumé, les autorités rwandaises n'ont toujours pas fourni le rapport sur les circonstances de sa mort. Les organisations de la société civile ont appelé à une enquête indépendante, impartiale et efficace, notamment en s'appuyant sur des experts internationaux. John Bosco Kabera, porte-parole de la police, a affirmé que le dossier de l'accident de Ntwali avait été transmis au parquet. On ne peut plus le commenter. Le journaliste était régulièrement menacé et attaqué dans les médias pro-gouvernementaux pour son travail d'investigation. En Afrique du Sud, le procès de Jacob Zuma pourrait reprendre à zéro. Le juge dans le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain a annoncé lundi lors d'une audience se récuser, risquant de faire repartir l'affaire depuis le début devant les tribunaux. Pete Cohen en est arrivé à cette conclusion car dictée par la bonne administration de la justice, la Constitution et sa conscience. Jacob Zuma, 80 ans, est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français de défense Thales il y a plus de 20 ans. Il est poursuivi pour 16 chefs d'accusation d'escroquerie, corruption et racket. L'ancien chef d'État, qui multiplie les recours, n'était pas présent à cette audience technique. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce mardi à l'Élysée le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov. Le but de cette rencontre était de réitérer le soutien de la France à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe et rappeler la disposition de la France à répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes. Interrogé lundi à La Haye sur un éventuel envoi d'avions de combat à Kiev, Emmanuel Macron a indiqué qu'il existait des critères avant toute décision, une demande formulée par l'Ukraine, que cela ne soit pas escalatoire et que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol. Paris a posé les mêmes conditions pour l'éventuel envoi de chars Leclerc. Nouvelle journée de mobilisation en France ce mardi pour protester contre le projet de réforme des retraites. 10 jours après le premier mouvement de mobilisation, près de 250 rassemblements ont eu lieu dans tout l'Hexagone. À Paris, la CGT annonce près de 500 000 manifestants alors que le ministère de l'Intérieur n'a pas encore communiqué ces chiffres. Le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Sur le parvis de la gare Saint-Lazare, il fait encore sombre. Et déjà, plusieurs sont en route pour le travail. Dans les kiosques, les unes de journaux parlent de la même chose, la réforme des retraites et la grève de ce mardi. Nasser fait partie de ceux qui iront travailler, mais il soutient le mouvement. Pour des gens comme moi, je travaille dans le bâtiment, je suis staffeur. Pousser à 64 ans, c'est un peu trop. Alors, là, en ce moment, ils discutent, il y a une discussion sur la pénibilité, j'attends de voir ce que ça donne. Écoles, transports publics, centrales électriques, raffineries, de nombreux secteurs s'annoncent perturbés ou bloqués ce mardi à l'appel de l'intersyndicale pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement. Un projet qui reculerait l'âge de départ à 64 ans. Cette deuxième journée de grève contre ce projet s'annonce très suivie à l'école et dans les transports. Les syndicats enseignants prévoyaient 50% de grévistes parmi les professeurs. Dans les rues, les cortèges de manifestations ont été lancés au fur et à mesure depuis la matinée. À Paris, le départ était place d'Italie et la foule était au rendez-vous, au bonheur du secrétaire général de la CGT. Et comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont plus là parce que 2 jours de grève dans le même mois,
ça coûte cher, mais malgré qu'il y en a qui ne sont pas là le 19, qui nous l'avaient dit d'ailleurs, qui ne pouvaient pas faire 2 jours dans le même mois, on est plus nombreux, ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là le 19 qui sont là aujourd'hui. Le 19 janvier, entre 1 et 2 millions de personnes avaient marché dans toute la France lors du premier appel intersyndical à la grève. Mardi, l'indice de mobilisation s'annonce à nouveau élevé. Selon la CGT, 500 000 manifestants ont été recensés à Paris, soit 100 000 de plus que le 19 janvier. Et à Marseille aussi, c'était le ras-le-bol général. Des manifestants se sont réunis pour défiler. Vous allez l'entendre, ils se disent prêts à se battre jusqu'au bout. En toile de fond, l'âge de départ à la retraite à 64 ans, prévu dans l'épineux projet de réforme des retraites. Écoutez, quelques réactions. Un ras-le-bol, déjà que nos salaires sont diminués, on n'arrive plus à gagner notre vie correctement, on se lève tous les jours et on galère pour avoir une vie décente et au final on nous apprend en plus qu'on va nous prolonger notre temps de travail, mais non mais ça va plus là, il n'y a plus rien qui va, donc hors de question. Je pense que c'est une provocation, je veux dire le gouvernement il n'est pas élu pour faire tout ce qu'il veut, il faut qu'il y ait un dialogue social qui s'instaure. Et on a l'impression que pour l'instant, il est un peu interrompu. Donc on va leur rappeler qu'il faut renouer avec ce que veulent les gens, quoi. Je pense que c'est totalement injuste de ce que disent beaucoup d'économistes et que l'État, une fois de plus, tape sur les petits, sur la grande majorité pour pouvoir financer une minorité qui dépend de nous, tout simplement. Donc la force est dans le nombre. C'est une mesure injuste et qui ne se justifie pas. Oui, moi je suis pour un blocage total. Il faut faire des manifs, c'est bien, mais à un moment donné, il faut taper plus fort. Voilà. Sinon, on n'y arrivera pas, il faut être unis. Là, on est tous ensemble, mais il faut aller plus fort, plus loin. Et pour ça, il faut bloquer le pays. Il s'agit du bilan le plus tragique qu'ait connu Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan depuis près d'1 an. 89 personnes ont été tuées et près de 150 ont été blessées après qu'un attentat ait visé une mosquée. Il s'agit d'un kamikaze qui s'est infiltré ce lundi dans la mosquée du quartier général de la police. Selon les autorités, 2 groupes terroristes figurent parmi les principaux suspects. Il s'agit de l'État islamique au Khorasan, auteur d'un attentat contre une mosquée chiite en mars dernier, ou bien les talibans pakistanais TTP. Islamabad, la capitale pakistanaise, accuse l'Afghanistan d'être responsable du climat d'insécurité qui touche la région. Au Sénégal, le célèbre lac Rose est menacé, ou du moins sa teinte caractéristique, en raison notamment de la saison des pluies qui a provoqué une exceptionnelle montée des eaux. Conséquence, des tonnes de sel récoltées l'été dernier ont été emportées par les flots. Une situation qui préoccupe notamment les artisans, les vendeurs ou encore les exploitants de bateaux, dont le lac constitue l'activité principale. Lorraine Mabou. Depuis plus de 40 ans, on est là, mais c'est la première fois qu'on vit cette situation-là. Il y a quelques mois, les limites du lac Rose étaient derrière ces cabanes. Mais aujourd'hui, il a débordé de plus de 10 mètres par endroit. Et pour cause. Cette année-ci, on a reçu une très grande quantité d'eau de pluie durant l'hivernage. Donc c'est cette quantité qui a rempli ce lac et qui a mené ce phénomène qu'on vit aujourd'hui. De fortes pluies et une inondation qui bouleverse l'écosystème de ce site touristique très prisé. Cependant, le changement climatique n'est pas la seule menace qui plane sur ce lac. Déjà, les impacts du changement environnemental occasionnés par une démographie galopante et une urbanisation du milieu qui est assez importante. Actuellement, plusieurs personnes se ruent là-bas pour pouvoir faire des constructions et tout ça. L'aménagement urbain, déjà, c'est une menace pour un écosystème de toute façon, parce que les aménagements obstruent le cycle naturel de la zone. Un ensemble de facteurs qui fait perdre au lac Retba son éclat rose qui fait sa renommée. Selon certaines études, il a été démontré que le lac ne reçoit plus autant d'eau salée qu'avant, pour des causes diverses. Cette source ou bien cette alimentation salée peut être aussi une des causes de modification de l'environnement
de vie de cette algue-là qui donnait la caractéristique principale du lac Rose. Pour l'environnementaliste, la sauvegarde de ce patrimoine passe entre autres par la reconnexion du lac avec sa source d'eau salée. Refaire des plantations de dunes pouvant favoriser la fixation des dunes et éviter l'ensablement du lac Rose, par exemple. Il y a aussi la limitation, ou bien carrément l'interdiction de l'exploitation des dunes et des coquillages des dunes. Et autre chose aussi, c'est de voir comment remettre en connexion, par exemple, le lac Rose et sa source d'eau salée. La montée des eaux et la diminution de la teneur en sel du lac constituent une menace pour la survie de ce site, mais aussi pour les milliers de personnes qui dépendent de son attractivité. Et vous l'avez entendu, c'était un sujet de notre correspondant au Sénégal, Igor Couton. Et ces images curieuses que je vous propose de découvrir avant de nous quitter, celles de cet étrange dessin aperçu sur la planète Mars à l'aide d'une caméra de la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. L'image laisse penser au visage d'un ours en peluche, mais libre à vous d'interpréter toute autre chose. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.